Salut tout le monde, salut nos chers auditeurs, soyez les bienvenus chez nous. Bonne année à tout le monde. On souhaite qu'il soit une année de travail, de courage et de patience et de succès. Bienvenue chez nous. Dans cette vidéo, on va débuter une série de vidéos dans lesquelles on va traiter la génétique bactérienne, génétique mendélienne et plusieurs astuces. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la mutation, à la structure de gènes et l'isolement des bactéries chez les espèces bactériennes. L'isolement des auxotrophes pour l'arginine et aussi les colonies bactériennes qui sont sensibles à certains éléments comme la drogue. On vous souhaite, comme j'ai dit, une bonne année et on espère que ce thème vous plu et on espère que vous partagez la vidéo et vous de faire j'aime et aussi de commenter si vous avez un point de vue ou bien des opinions sur le contenu ou aussi la forme de nos vidéos. Soyez les bienvenus une autre fois et on va débuter le cours. Comme vous savez, la génétique ou bien l'hérédité, c'est la science qui étudiait la transmission des caractères lors de la reproduction sexuelle, c'est-à-dire d'une génération à l'autre. Parce que lors de la reproduction asexuelle qui existe chez certains organismes, le phénotype ou bien le caractère du parent égale le caractère de fils. Les espèces qui se croient d'une manière asexuelle, généralement, ce sont les bactéries, les niveaux primitifs, les bactéries, certains d'autres champignons, les niveaux qui sont moins évolués. Parce que la reproduction asexuelle, elle ne permet pas d'avoir une variabilité génétique qui va permettre l'espèce de s'adapter avec les conditions de milieu. Donc, pour étudier la génétique, il faut savoir ou bien il faut bien comprendre l'unité élémentaire. L'unité élémentaire, c'est le gène. Le gène, c'est une partie de l'ADN qui joue le rôle de contrôle d'un caractère bien déterminé. Il est constitué de promoteurs et une séquence stop. Entre le promoteur et le stop, il y a une région qui est transcrite. Donc le promoteur, quel est le rôle de promoteur? C'est la séquence avec laquelle l'ARN polymérase qui va faire la transcription, il va se lier à ce niveau, c'est-à-dire grâce au promoteur, et puis il va faire la transcription jusqu'à ce qu'il atteigne la séquence stop. La séquence stop, il montre, il va permettre à la RN polymérase, ou bien c'est un signal qui va montrer à la RN polymérase que la transcription est terminée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'abord la transcription? C'est d'avoir une coupée qui est complémentaire et antiparallèle avec le brin transcrit qu'on appelle la RN
messagère. L'ARN messagère, c'est le porteur de l'information génétique du noyau vers le cytoplasme. Donc il y a deux brins, un brin qui est non transcrit et un brin qui est transcrit. Le brin transcrit, c'est le brin 3', 5', dans le sens promoteur et séquence stop. Tandis que le brin non transcrit, c'est le brin 5', 3', dans le sens promoteur stop. Donc, je vais répéter une deuxième fois. Un gène, c'est une séquence de l'ADN ou bien un fragment de l'ADN qui est constitué par un promoteur et une séquence stop entre lesquelles il y a une partie qui va être transcrite en ARN messagère. Et généralement, c'est seulement un brin qui est transcrit, c'est le brin 3', 5' dans le sens promoteur stop. Voilà. Mais il y a dans la structure de gène, il y a une différence entre les prokaryotes et les eucaryotes. Quelle est la différence? La différence, c'est que chez les eucaryotes, il y a toute cette partie, la partie transcrite. Après la transcription, on va avoir un ARN messager. Mais après l'obtention de l'ARN messagère, elle va être maturée. Comment? Elle va subir un épaissage. Qu'est-ce que ça veut dire l'épaissage? C'est qu'il y a des parties qui vont être éliminées, qu'on appelle des introns. Elles vont être éliminées, tandis qu'il ne reste que des séquences qu'on appelle des exons. Et les exons, ils vont être traduits en chaîne polypeptidique, tandis que les introns, ils vont être supprimés ou bien éliminés lors d'une modification post-transcriptionnelle au cours duquel il va y avoir la maturation de l'ARN messagère. Donc, parmi ces modifications aussi, il y a chez les bactéries, chez les eucaryotes, il y a l'ajout d'une queue polyadénylaire qui est constituée d'une succession des nucléotides avec l'adénine au niveau de l'extrémité 3' et au niveau de l'extrémité 5', il y a l'ajout d'une coiffe. Donc voilà la différence entre les prokaryotes et les eucaryotes. La différence, c'est que chez les prokaryotes, l'ARN messagère il contient seulement des exons, il n'y a pas des introns, tandis que chez les eucaryotes, il y a des exons et des introns. Les introns vont être supprimés ou bien éliminés lors d'une modification post-transcriptionnelle. Qu'on appelle l'épaissage, lors de l'épaissage. Tandis que chez les prokaryotes, il n'y a pas des introns. Donc, comment se fait l'expression de l'information génétique? Par exemple, chez les bactéries, il va y avoir un ARN polymérase qui va traduire, qui va transcrire le gène. Comment? Il va se lier avec le gène au niveau de promoteur, puis il va faire la transcription de bras transcrits, c'est-à-dire le brin 3', 5', dans le sens promoteur stop. Jusqu'à ce qu'il atteint la séquence stop, il va arrêter la transcription, il va se dissocier de l'ADN. Après la transcription, on va avoir un ARN messagère. Donc chez les eucaryotes, il va y avoir la maturation de l'ARN messagère par des modifications post-transcriptionnelles pour qu'il soit traduit, tandis que chez les bactéries, il n'y a pas de modification post-transcriptionnelle, c'est-à-dire après la transcription, directement l'ARN messagère, il va subir une traduction au niveau de cytoplasme en utilisant le code génétique. Donc il y a un autre
Une autre différence entre les bactéries ou bien les eucaryotes et les prokaryotes. Comme vous savez, les eucaryotes, ils ont un appareil de Golgi, un réticulum endoplasmique granuleux qui joue un rôle très important dans la synthèse des protéines. Surtout les protéines qui vont passer soit à l'extérieur, qui vont être sécrétées, ou bien les protéines qui vont être fixées sur la membrane cytoplasmique, ou bien les protéines les enzymes qui vont être inclus au niveau des lysosomes. Pour ces protéines, les ribosomes qui vont faire la traduction, ils sont fixés sur la réticulum endoplasmique granuleux et lors de la synthèse, la protéine passe directement à l'intérieur de l'appareil de la réticulum endoplasmique granuleux. Tandis que pour les autres protéines, il va y avoir une simple traduction comme chez les bactéries au niveau du cytoplasme. Donc au niveau du cytoplasme, il va y avoir une libre traduction par liaison entre l'ARN messagère et les ribosomes qu'on appelle ces unités ou bien cet assemblage, il est appelé des polysomes. Donc la traduction se fait en 3 étapes. L'initiation qui se fait de par 5', il se débute grâce à un codon initiateur qui est AUG, qui code pour la méthionine, jusqu'à l'extrémité 3', là où il y a un codon stop, c'est-à-dire qui va permettre l'arrêt de la traduction. Il y a 3 codons stop qui sont ici en rouge, UAA, UAG, UGA. Ils ne codent pour aucun acide aminé. Après la traduction, on va avoir une chaîne polypeptidique qui va se plier, c'est-à-dire il va y avoir des liaisons intra-chaînes pour avoir une structure secondaire. Mais il se peut que plusieurs chaînes polypeptidiques vont s'associer pour donner la protéine. C'est-à-dire, on dit les chaînes polypeptidiques vont être maturées. C'est-à-dire qu'il va y avoir des relations ou bien des liaisons interchaînes pour que la protéine va acquérir une structure spatiale ou bien une structure qu'on appelle aussi une structure tridimensionnelle qui est très intéressante pour son fonctionnement. Donc tous les protéines ont une forme dans l'espace ou bien une forme tridimensionnelle. Quel est le rôle de cette structure tridimensionnelle? On va expliquer par les enzymes qui sont aussi des protéines. Il y a d'autres protéines comme les récepteurs, comme les hormones, les neurotransmetteurs. Pour tous les protéines, généralement, le fonctionnement nécessite bien cette forme spatiale. Elle est très intéressante pour le fonctionnement de la protéine. Pour les enzymes, ils ont ce qu'on appelle un site actif. Grâce à la structure tridimensionnelle, ils vont avoir un site actif. Ils sont le résultat de l'expression d'un gène ou bien de plusieurs gènes s'il est constitué de plusieurs chaînes polypeptidiques. Donc, grâce à ce site actif, l'enzyme va être capable de fixer le substrat et puis il va s'associer avec le substrat, puis il va la transformer en produit. Il peut y avoir, c'est-à-dire on dit que les enzymes, grâce à leur site actif, elles vont avoir la capacité de catalyser une réaction biochimique. Donc,
ce que je veux dire, c'est qu'il y a des réactions avec deux substrats ou bien deux réactifs et qui donnent un seul produit, ou bien l'inverse, un seul substrat avec plusieurs produits. Ça dépend de la réaction biochimique. Mais le plus important à retenir, c'est que la forme tridimensionnelle pour l'enzyme, elle lui donne ce qu'on appelle le site actif, qui est très importante pour la fixation de substrat ou du substrat afin que l'enzyme soit capable pour catalyser la réaction biochimique. Il y a des réactions qui sont impossibles au niveau de point de vue chimique, c'est-à-dire sont impossibles. Ils nécessitent des conditions qui sont pas dans la nature, si on peut dire ça, ou bien et aussi au niveau de laboratoire, mais grâce à des enzymes qui existent au niveau de la cellule, ces réactions sont possibles et il se fait d'une vitesse très importante au niveau de la cellule, c'est quelques millisecondes. Donc, grâce à des enzymes, parce qu'ils réduisent l'enthalpie de la réaction de point de vue thermochimique. Donc, il s'arrive que la protéine, que le gène subit des modifications, c'est-à-dire il va y avoir des mutations, on les appelle des mutations, qui vont changer la séquence des nucléotides au niveau de la protéine. Et par conséquent, l'ARN messager va être modifié et la chaîne polypeptidique va être modifiée. Donc, d'une manière générale, c'est l'enzyme qui va être modifiée. Après cette modification, vous pouvez observer qu'il y a la perte de site actif. Il n'a pas la forme normale. Donc, de ce fait-là, cet enzyme il est incapable de fixer ce substrat. Donc, il ne va pas être capable de catalyser la réaction. C'est-à-dire que le gène ou bien l'allèle normal va permettre de synthétiser un enzyme normal avec un site actif fonctionnel, c'est-à-dire l'enzyme il est capable de fixer le substrat et catalyser la réaction, mais à certains cas il va y avoir des mutations qui vont changer la conformation spatiale de la protéine ou bien de l'enzyme. Donc il va perdre le site actif. De ce fait-là, il est incapable de catalyser la structure, la réaction. Donc la structure tridimensionnelle est très importante pour le fonctionnement de l'enzyme et d'une manière générale le fonctionnement du protéine. Et surtout les protéines qui jouent le rôle des enzymes, des pores et les enzymes aussi qui jouent le rôle des neurotransmetteurs et des hormones. Donc, comment on se fait? Maintenant, on va parler de la mutation. Comment on fait la mutation? La mutation, c'est un processus par lequel les gènes passent d'une forme allélique à une autre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une mutation? Une mutation, c'est une modification dans la chaîne ou bien dans la séquence des nucléotides au niveau d'un gène ou bien d'une partie de l'ADN. C'est grâce à la mutation que les allyles vont apparaître. L'apparition du gène est due à l'effet de la mutation. Donc on dit que la mutation elle va permettre d'augmenter la variabilité génétique au sein des populations. Comment se fait la mutation? Voilà par exemple un G là, il va être altéré, il va être modifié et après cette modification, il va y avoir une réplication pour transmettre l'information génétique au corps
de la mitose, par exemple, ou bien au corps de la méiose. Mais après la réplication, vous pouvez voir que le G modifié, au lieu qu'il soit en appareillement avec C, il va s'appareiller avec T. Après la deuxième réplication, le T qui existe au niveau de ce bras, il va se lier, il va s'appareiller avec un adénine qui est normal. Donc, vous pouvez voir que cette molécule d'ADN est très différente. Il y a est différente de cette molécule originale ou bien cette molécule mère. Donc, au cours, la mutation, c'est une modification au niveau de l'ADN et elle va être transmise à la deuxième génération. Donc, c'est la source, la mutation est la source de variabilité génétique. Les agents mutagènes qui causent des mutations, ce sont des radiations ultraviolettes, des rayons X, généralement les rayonnements UV, X, bêta et gamma, et aussi des éléments chimiques comme l'oxygène, l'acide nitreux, la nitrosoguanidine et d'autres éléments chimiques. La réparation, c'est un système enzymatique qui existe au niveau de la cellule. C'est lui qui va permettre de réparer ou bien de supprimer les mutations, c'est-à-dire il va permettre de restaurer l'ADN original, c'est-à-dire il va annuler les effets de la mutation ou bien il va corriger les mutations et les lésions qui vont être au niveau de l'ADN. C'est toute une gamme des enzymes qui va jouer ce rôle-là. Il existe chez les bactéries, chez les eucaryotes et aussi chez les prokaryotes. Mais il est constitué de plusieurs ADN polymérasiques. Vous savez que les ADN polymérasiques ont deux fonctions principales. La fonction polymérasique est exonucléasique, c'est-à-dire ils sont capables d'éliminer un nucléotide qui n'est pas complémentaire et de le remplacer avec un autre qui est complémentaire. Mais c'est un système le système enzymatique qui est de réparation est un système très complexe. On va expliquer le système de la réparation des mutations ou bien des lésions au niveau de l'ADN dans une vidéo. Il y a aussi des ligases, il y a l'intervention des ligases qui vont permettre de lier une partie de l'ADN avec ils ont le rôle à peu près de la formation des liaisons phosphodiester, c'est-à-dire ils vont permettre la liaison entre les nucléotides après l'activité des ADN polymérase. Donc vous pouvez voir ici le rôle de ce système de réparation. Après la modification du G, comme on a expliqué, elle va s'appareiller avec T après la réplication, mais le système de réparation, il va intervenir et il va corriger cette erreur. Et elle va éliminer ce T là, qui va être remplacé par un nucléotide complémentaire à G, c'est-à-dire un cytosine. Maintenant, on va parler de la mutation ponctuelle. La mutation ponctuelle, c'est une mutation qui touche généralement un nucléotide au niveau de la séquence nucléotidique. Il y a plusieurs types de mutations. Il y a des mutations faux-sens, c'est-à-dire qui vont changer l'acide aminé. Il y a des mutations non-sens qui vont transmettre une séquence codante à une acide aminé par un codon stop. Généralement, ces mutations sont très graves parce que ils causent un arrêt. Ils vont avoir la conséquence de l'arrêt très précoce
de la traduction, donc la chaîne polypeptidique va pas être terminée, il est incomplète. La mutation silencieuse, c'est une mutation qui n'a aucun effet sur l'acide aminé parce qu'il ne change pas l'acide aminé, parce que un acide aminé peut avoir plusieurs codons. Donc il y a d'autres mutations qu'on appelle aussi des macromutations. Il y a des insertions lorsque une toute séquence de l'ADN va être insérée à l'intérieur d'un gène, ou bien délétion, c'est une partie, ou bien une séquence, ou bien une partie de gène va être perdue, ou bien inversion, c'est-à-dire il va être une séquence inversée, c'est-à-dire cette partie-là, elle va se transformer, cette partie-là, elle va être là, et cette partie-là, elle va être là. Donc on dit que la séquence est inversée. Et généralement les macromutations, ou bien les mutations qui touchent plusieurs, une séquence au niveau de gènes, ont des effets très graves parce qu'ils vont induire la destruction de gènes. Ça, chez les prokaryotes, ils vont induire la destruction de gènes. Mais chez les eucaryotes, si ils touchent les intrants, il va avoir aucun effet. Si l'insertion ou bien la délétion ou bien inversion se passe au niveau des intrants, il va avoir aucun effet sur la protéine. Mais si elle touche les exons, elle va avoir l'effet de la destruction de gènes, donc la perte de la fonction. Donc on passe directement à l'isolement du mutant résistant chez Escherichia coli. Prends par exemple une souche qui est sensible à la drogue. On va ensemencer dans un milieu liquide, milieu de culture liquide, avec une concentration de 10 à la puissance 3 par millimètre. On va incuber jusqu'à ce qu'on atteigne la concentration 10 à la puissance 8 par millilitre. Puis on va faire un ensemencement par étalement sur un milieu de culture solide qui contient la drogue. Donc ces colonies-là qui poussent sur un milieu qui contient la drogue sont résistants à la drogue. Donc ils ont ou bien l'apparition des bactéries qui sont résistants à la drogue parce que la souche a été sensible et due à l'effet de la mutation. On a deux sur 2, ou bien si on veut calculer la concentration du mutant, c'est 2 sur 10 à la puissance 8. C'est la fréquence de la mutation, ou bien la fréquence du mutant. Donc les drogues sensibles, les bactéries qui sont sensibles à la drogue, vont pousser seulement sur un milieu de culture normal, et elles ne vont pas être présentes sur un milieu qui contient la drogue. C'est le contraire pour les résistants à la drogue, ils vont pousser sur un milieu de culture normal et aussi sur un milieu de culture qui contient la drogue. Donc maintenant on va parler de l'isolement du mutant qui sont auxotrophes pour l'arginine. Auxotrophes, c'est-à-dire ils sont incapables de se multiplier sur un milieu de culture qui ne contient pas l'arginine, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de synthétiser l'arginine. Tandis que les bactéries prototrophes pour l'arginine, c'est-à-dire qu'ils sont, on les symbolise
arginine plus parce qu'ils sont capables de multiplier sur un milieu qui ne contient pas l'arginine, ou bien un milieu minimum qui ne contient pas l'arginine, parce qu'ils sont capables de synthétiser l'arginine. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a un milieu de culture liquide minimum qui contient l'arginine. On a fait l'ensemencement avec une concentration de 10 à la puissance 3 par millilitre. Après l'ajout des agents mutagènes et incubation à 30 degrés Celsius, on va atteindre la concentration 10 à la puissance 8 par millilitre. On fait une dilution à l'ordre 10 à la puissance 6. Puis on va faire un ensemencement par étalement sur un milieu de culture solide qui contient l'arginine. C'est-à-dire, sur un milieu minimum qui contient l'arginine, les bactéries qui sont capables de synthétiser l'arginine, elles vont pousser, elles vont se multiplier, et même les bactéries qui sont incapables de synthétiser l'arginine, elles vont pousser. Donc on dit que ce milieu-là est non sélectif. C'est-à-dire tous les bactéries auxotrophes pour l'arginine et prototrophes pour l'arginine, tous les deux, ils vont se multiplier pour donner des colonies après l'incubation. Après, on va faire répliquer le milieu de culture. La réplication se fait en utilisant un tissu, un pièce de tissu. On va répliquer, c'est-à-dire on va transférer les bactéries sur un milieu de culture minimum. Après incubation, puisque c'est un milieu minimum, c'est-à-dire les bactéries auxotrophes pour l'arginine, ils ne vont pas pousser, ou bien les bactéries qui sont incapables de synthétiser l'arginine, c'est le même sens, auxotrophes, ou bien qui sont incapables de synthétiser l'arginine. Ils vont être absents, tandis que les bactéries qui sont capables de synthétiser l'arginine, ou bien prototrophes pour l'arginine, elles vont se multiplier sur ce milieu. Donc, sur le milieu minimum, les bactéries auxotrophes vont être absents. Elles vont être présentes dans un milieu minimum plus arginine. Tandis que les arginines plus, ou bien les bactéries prototrophes pour l'arginine, elles vont se croître ou bien se multiplier sur les deux milieux. Donc les arginines, les auxotrophes pour l'arginine, elles vont être absents au niveau de milieu minimum et présents dans un milieu avec minimum plus arginine. Vous pouvez voir que cette colonie-là, elle est absente dans le milieu minimum et présente dans un milieu minimum avec l'arginine. Donc cette colonie est arginine moins ou bien auxotrophe pour l'arginine. Donc on a arrivé à l'isolement des bactéries qui sont auxotrophes pour l'arginine. Et voilà notre première partie de la génétique. On va faire une deuxième partie, une troisième partie jusqu'à la partie 4. Donc attendez-nous et n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne pour que le nouveau vous attend. N'oubliez pas aussi de nous enrichir et de nous encourager à faire plus d'efforts et de chercher le nouveau en faisant commentaires, en mettant des commentaires sur les vidéos, et votre point de vue est une chose qui est très importante pour nous, et merci pour votre attention. Jusqu'à la prochaine, Inch'Allah.